Bonjour et bienvenue dans ce grand auditorium pour cette nouvelle table ronde de l'après-midi intitulée Sommes-nous aux ordres de l'Europe ? Une question qui est évidemment bien d'actualité à quelques semaines des élections au Parlement européen, dont l'objet est d'élire des représentants émanant des peuples qui composent l'Union européenne, exception faite des Britanniques dont la situation est, vous le savez, pour l'instant suspendue et encore confuse. Elle est d'autant plus intéressante, cette question aussi, quand on se rappelle qu'il y a plusieurs niveaux de décision dans les différentes instances européennes. Il y a les lois votées par le Parlement, composées d'élus, c'est une chose. Il y a aussi les directives qui, elles, émanent de la Commission. Et il est vrai qu'il existe un gigantesque transfert de compétences vers des instances non élues. Directives donc, au nom de qui, au nom de quoi? Beaucoup d'incompréhension autour de l'Europe, d'idées fausses peut-être également, en particulier entre une Europe perçue comme un monstre de régulation. Le volume des règles édictées depuis 60 ans est assez impressionnant. Pourquoi tant de règles? Cette omnipotence empêche-t-elle les États-nations de décider en toute souveraineté? Ou bien prête-t-on finalement à Bruxelles davantage de pouvoir que ceux dont elle dispose réellement? Alors, nos deux intervenants pour discuter de ces questions, Delphine Simon, qui est journaliste au service économique de France Inter, lauréate du prix franco-allemand du journalisme. Dans sa chronique « Le vrai faux de l'Europe », Delphine Simon décrypte les erreurs et approximations des discours institutionnels sur l'Europe. Elle est également l'auteure de « Sommes-nous aux ordres de l'Europe ? 30 questions pour vous faire une opinion » aux éditions Armand Collin. Et Jean Quatremer, qui est journaliste au quotidien Libération, auteur de plusieurs ouvrages sur la politique de l'Union européenne, également réalisateur, auteur de plusieurs ouvrages, dont pour n'en citer que quelques-uns, Les salauds de l'Europe, guide à l'usage des eurosceptiques chez Calment-Lévy, et Il faut achever l'euro dans la même maison d'édition. Jean Quatremer, je vous laisse la parole pour commencer, discuter sur cette question de savoir si Bruxelles est un super État en Europe. Et merci. La question en elle-même, elle n'a aucun sens. Sommes-nous aux ordres de l'Europe? Ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi est-ce que ça n'a aucun sens? Et c'est quand même une problématique qui est développée par qui? Par les eurosceptiques et les europhobes, qui nous vantent qu'il y a une sorte de super-État qu'on n'élit pas, des gens qui sont situés à Bruxelles, et on parle de Bruxelles entre guillemets, qui décideraient en nos lieux et places de quasiment toutes nos lois, tous nos règlements, etc., etc. C'est totalement faux. Il faut se sortir cette idée de la tête qu'il y aurait l'Europe d'un côté et les États membres. Il n'y a pas d'État fédéral européen. En Europe, ce sont les États qui décident de tout. Si vous voulez, en quelque sorte, on dit toujours, c'est Dieu. Voilà, ce sont les ordonnateurs. Tout part du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, et tout ce qui est décidé par les États et le Parlement européen à Bruxelles doit en plus être transcrit dans le droit des États membres. Et je peux vous dire que la transcription n'est pas automatique, comme le prouve d'ailleurs le contentieux infini devant la Cour de justice de l'Union européenne, parce que chacun évidemment transcrit les normes adoptées en commun pourtant à Bruxelles, comme il l'entend dans son droit national. Donc, autrement dit, les États, ils sont à l'envoi et à la réception. Rien ne se décide contre un État. Je ne connais pas, depuis que je suis les questions européennes depuis 1990, ça fait un petit bout de temps, depuis 1992 à Bruxelles, ça fait aussi un petit bout de temps, je ne connais pas une décision qui a été prise contre un État. Lorsqu'il y a parfois des votes à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres, mais c'est parce que quand ce vote a lieu, et il a lieu une fois, mais je dirais une fois par an, une fois tous les 2 ans à peu près, c'est parce que les États acceptent que ce vote ait lieu. Mais jusque-là, on essaye de parvenir à des compromis où tout le monde se retrouve. Compromis ne veut pas dire, je sais que c'est dur en France de le comprendre, ne veut pas dire compromission. C'est de trouver un compromis, c'est-à-dire que chacun perde la même chose qu'il gagne. Voilà, chacun s'y retrouve plus ou moins. Voilà, c'est compromis. C'est comment fonctionne une démocratie dans
une démocratie fonctionnelle. Hein, c'est pas, on n'impose pas sa décision. Enfin, la majorité, c'est parce que vous êtes majoritaire que vous avez juridiquement raison. Hein, comme on l'a si bien dit en France dans les années 80, au moment où les socialistes ont été élus. C'était une fameuse phrase de, j'ai oublié son nom là, d'un ministre, c'est Paul Quilliès, voilà, qui avait dit ça. Vous avez juridiquement tort, car nous sommes majoritaires politiquement. C'est Lénienne, voilà, mais merci beaucoup, voilà. C'est un des deux, de toute façon. Et donc, ça ne fonctionne pas comme ça en Europe. Parce que ce sont les États, encore une fois, qui décident. Si on avait un État fédéral avec des compétences clairement identifiées, on pourrait se poser la question. Par exemple, aux États-Unis, vous avez des mouvements contre la fédération américaine. Hein. Vous avez par exemple le Tea Party, par exemple, qui est contre le fédéralisme à l'américaine, parce que de facto, dans les domaines de compétences fédérales, effectivement, on peut se faire imposer un certain nombre de décisions qu'on n'a pas choisies, qu'on n'a pas votées, sur lesquelles le peuple ne s'est pas prononcé. Au niveau européen, ça n'existe pas, sauf dans les compétences, dans quelques domaines de compétences exclusives, de compétences fédérales. Je peux citer par exemple la politique monétaire, qui est à la Banque Centrale Européenne, ou par exemple la politique de concurrence, ou, domaine extrêmement important, la préservation des ressources halieutiques, hein, la politique de la pêche. Mais vous avez 5 domaines, et la politique commerciale, mais c'est même celle-là, elle n'est pas exclusive, parce que la Commission ne peut rien négocier dans le domaine commercial sans que les États soient tous d'accord. Alors vous dites, oui, mais non, mais ils peuvent voter à la majorité qualifiée. Mais vous imaginez une seconde que la France, ou l'Allemagne, ou le Royaume-Uni, ou l'Italie, ou l'Espagne soient mis en minorité au sein du Conseil. Ça n'arrive tout simplement jamais. Donc encore une fois, tout ce qui se décide à Bruxelles, en réalité, ce sont les États membres qui le décident. C'est le gouvernement, c'est l'Assemblée des gouvernements qui se réunissent à Bruxelles. C'est un petit peu comme si vous voulez, aux États-Unis, vous n'aviez pas de président américain. Mais chaque année, 4 fois par an, vous aviez les 50 gouverneurs des États fédérés qui se réunissaient à Washington pour décider des politiques européennes. Voilà comment fonctionne l'Union européenne. Il n'y a pas une Europe à part, il n'y a pas une institution à part, ce sont nos institutions, c'est nous qui envoyons à Bruxelles des gens pour décider de politiques qu'on mettra en œuvre ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment extrêmement clair dans nos têtes. Il n'y a pas Bruxelles contre les États. Bruxelles, ce sont les États. Emmanuel Macron l'a dit dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017, quand il a dit « Bruxelles n'existe pas, Bruxelles, c'est nous, les États ». Voilà. Alors je complète. Delphine Simon, oui, ça c'est bien clair hein, de la part de Jean Quatremer. Oui, mais il faut le répéter, effectivement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce diktat européen et un certain nombre d'hommes politiques, à travers toute l'Europe d'ailleurs, hein, parce que c'est un, comment est-ce qu'on dit, un leitmotiv européen. On l'entend en Allemagne, on l'entend aux Pays-Bas, on l'entend en Belgique, peut-être un peu moins. Ils sont plus proches des institutions, ils pourraient se faire contredire assez vite. Mais c'est vrai que ce diktat européen, c'est quelque chose qui est très prégnant. Alors, Jean l'a déjà dit, effectivement, les prérogatives pures de la Commission, quand on dit l'Europe, voilà, de l'Union européenne. Mais les prérogatives de la Commission, par exemple, hein, si on reste sur... c'est effectivement la PAC, la ressource halieutique, la pêche, et puis la concurrence, et la concurrence, mais peut-être aussi l'union douanière. Oui, le commerce. Et le commerce, mais dans une certaine mesure, oui, effectivement, comme tu l'as dit. Donc, en fait, là, ce diktat, il s'exerce déjà sur un champ de compétences extrêmement limité, et il s'exerce, par exemple, pas du tout dans certains domaines, comme la défense, comme très peu la politique étrangère, pas du tout dans la culture. Donc, ça dépend aussi beaucoup des sujets. Dans un certain nombre de domaines aujourd'hui, maintenant, l'Europe prend un petit peu plus de responsabilités, un peu plus de prérogatives. C'est la justice, c'est la police. Mais ce sont plutôt des coopérations que de véritables prérogatives. Derrière, il y a toujours... Oui. Ce ne sont pas des compétences exclusives, oui, absolument. Ce sont des compétences partagées entre les États, le Parlement européen et un tout petit peu la Commission. Donc en fait, l'Europe, quand on dit elle décide de tout chez nous dans le débat politique, c'est souvent une infime partie des décisions qui sont prises au niveau européen. Et en particulier, il y a un mythe qui est particulièrement
répandu qui est celui de 80% de notre législation serait directement dictée par Bruxelles, serait dictée par l'Europe. Ça, c'est quelque chose pareil. On l'entend partout. En Allemagne, les hommes politiques citent ce chiffre de la même manière, alors que c'est un chiffre qui n'est pas du tout vrai. Selon effectivement les prérogatives européennes, parfois, enfin sur la PAC, évidemment, il y aura 80% de législation qui sera d'origine européenne, mais pour la culture, elle est quasi inexistante. La défense, c'est pareil. Donc en fait, le taux de loi, de réglementation française, et ça a été étudié par plusieurs think tanks, enfin centres de réflexion, il est plutôt de l'ordre de, on va dire, entre 20 et 40%. En moyenne. Pour la France, entre 12 et 15%. Ça dépend un petit peu des études. C'est ça. Et ça dépend des pays, parce que ça dépend en réalité de l'activité législative des pays. Alors par exemple, quand un pays légifère peu, ce qui est le cas par exemple des pays baltes, là le taux peut atteindre 50 ou 60%, ce qui est vrai. Mais comme en France, on légifère tout le temps, surtout en permanence à propos de n'importe quoi, et ben le taux est très bas. Et parfois on trouve, et moi j'ai fait une étude sur un an pour mon précédent bouquin là, sur les SAO de l'Europe, donc j'avais étudié sur un an, et moi j'étais arrivé à un taux exactement de 15%, c'est-à-dire de visa d'un texte européen. Ce qui ne voulait pas dire, parce que très souvent, qu'est-ce que fait un fonctionnaire quand il a envie de justifier son texte français. Ben, qu'est-ce il balance un visa directive européenne ou un règlement dans un coin. Et puis, alors qu'en réalité, le règlement ne concerne absolument pas le reste du texte. Mais ils se disent, ça va faire joli, ça va justifier le fait que je ponde un décret, un règlement, un machin, etc. Alors qu'en fait, c'est faux. Mais donc, juste les visas, c'est de 12 à 15%. Voilà. C'est le moment d'en parler. Sinon, il y a des domaines maintenant où l'Europe est particulièrement critiquée, notamment tout ce qui est la politique économique et budgétaire. Ça, à la base, c'était pas forcément une prérogative européenne, mais ça l'est devenu avec la crise des dettes souveraines et avec la crise de la Grèce. On s'est rendu compte qu'on pouvait plus continuer de faire tout seul dans son coin ce qu'on voulait et que ça avait des conséquences sur les autres. Donc, du coup, les gouvernements ont repris la main et ils ont décidé ensemble une meilleure, on va dire, surveillance, coordination des politiques budgétaire et économique en Europe. Donc ça, encore une fois, c'est pas la Commission qui l'a décidé toute seule dans son coin. Ce sont les États qui, en voyant qu'on risquait un effet domino dans toute l'Europe avec un risque d'effondrement et de faillite des banques européennes qui sont toutes liées et qui ont des actifs les unes dans les autres, ils se sont décidés à renforcer les liens économiques et budgétaires. Et c'est à partir de là qu'ils ont donné mandat à la Commission européenne de surveiller avec un tempo très régulier tous les projets de budget des pays. C'est-à-dire que la France, au mois d'octobre, va envoyer à Bruxelles son projet de budget que la Commission va regarder. Elle va voir si c'est compatible avec toutes les données dont on dispose, c'est-à-dire déficit, etc. Et elle donne un avis. Cet avis, la France peut en tenir compte ou pas. C'est-à-dire qu'elle peut très bien dire, non, moi je ne suis pas d'accord et je ferai comme je veux. Mais évidemment, il y aura des conséquences parce que nos voisins ne sont pas forcément du même avis. Eux-mêmes sont un petit peu inquiets parfois de la tenue de nos finances publiques, puisque ça a des conséquences pour eux. Donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas la Commission qui tape sur Paris, sur le gouvernement français, c'est plutôt, on va dire, nos voisins. Bah si, les États. Ah. Jean Quatremer, alors, dites-nous... Ce que vous dites est exact, c'est-à-dire sur la façon dont petit à petit on a fait passer la politique économique et budgétaire lors de la crise de la dette publique entre 2010 et 2013 environ. On a renforcé le pacte de stabilité budgétaire et on a donné énormément de pouvoir non seulement à la Commission européenne, mais aussi à l'Eurogroupe, qui est l'enceinte des ministres des Finances de la zone euro. Donc ils sont 19 à siéger, à huis clos, et ils appliquent des procédures totalement secrètes. Personne ne sait ce qui s'y décide. Beaucoup d'opacité. Mais une opacité absolue. Le problème fondamental, et alors là, peut-être que là, c'est pas sommes-nous aux ordres de l'Europe, mais sommes-nous aux ordres des technocrates ou de gens non élus qui ne rendent de compte à personne dans un domaine qui est absolument essentiel, qui est celui des budgets nationaux. Pourquoi est-ce que le budget est essentiel? Parce que le budget, c'est le modèle social que chaque État, que les citoyens de chaque État décident. Nos révolutions démocratiques
quand on a renversé les dictatures, on a renversé la royauté, etc., se sont faites, et qu'on a renversé, on a chassé l'occupant britannique, par exemple, Boston Tea Party, c'était sur le contrôle des recettes et des dépenses, le contrôle des budgets. C'est là-dessus que se font les révolutions. Le contrôle, la démocratie, c'est rien d'autre que le contrôle budgétaire. Qui va décider des recettes et qui va décider des dépenses? Or, aujourd'hui, on a essayé, et notamment sous l'impulsion allemande, on a essayé de mettre les budgets nationaux, je dirais, en pilotage automatique. Et chaque année, donc, effectivement, la Commission et l'Eurogroupe adoptent des résolutions. Alors, l'Eurogroupe, il y a le ministre français dedans, et ils sont très contents. Ils décident de choses qui vont ensuite s'appliquer aux États. Mais il n'y a aucun Parlement qui va contrôler la Commission dans son activité économique et budgétaire, comme il n'y a aucun Parlement qui va contrôler l'Eurogroupe, parce que l'Eurogroupe, de toute façon, aucun Parlement ne peut le contrôler, puisque ce sont des ministres des Finances qui ont été élus, en règle générale, ou qui sont nommés, qui sont responsables devant leurs parlements nationaux. Le problème, c'est que l'Eurogroupe, en tant qu'organe, en tant qu'entité, ne rend de compte à personne. D'accord ? Donc la Commission ne peut pas être renversée par le Parlement européen dans son activité économique et budgétaire, et l'Eurogroupe, lui, simplement, il ne parle à personne, c'est encore plus simple. Les ministres des Finances adorent ça. Ils sont peinards, ils se sont débarrassés du contrôle démocratique. Allez demander à un ministre français. Le type peut être d'ultra-gauche. Il va vous dire « Ah, c'est trop génial, on ne m'emmerde plus, je n'ai de compte à rendre à personne. C'est fantastique !» Et on a réussi, au sein de la zone euro, à créer un régime illibéral qui ne rend de compte à personne. C'est un rêve à la Viktor Orban, c'est un rêve à la Erdogan. On ne rend de compte à personne. Le résultat, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. C'est ce qui vient de se passer avec l'Italie. Moi, vous doutez bien que les fascistes de la Ligue ou les démagogues du mouvement 5 étoiles, c'est pas ma tasse de thé, franchement. Mais c'est le droit souverain du peuple italien d'élire des crétins incompétents. Moi, total respect. Si demain vous votez pour Marine Le Pen, total respect, c'est vous qui avez décidé. Très bien, vous nous mettez tous dans la mouise, mais c'est votre droit absolu de le décider. Et personne ne peut vous enlever ce droit de voter pour des imbéciles. D'accord? Donc vous votez pour des imbéciles. Ces imbéciles, ils ont un programme. Et leur programme prévoit de creuser le déficit. Je rappelle au passage d'ailleurs que l'Italie, depuis 1995, gère mieux son budget que les Allemands. Parce qu'eux, ils dégagent un excédent primaire, c'est-à-dire avant le paiement des intérêts de la dette, qui est supérieur à celui des Allemands, je peux vous dire. Les Allemands, ils ont commencé à bien gérer leur budget à partir de 2003-2004. Et donc, la nouvelle majorité dit « Ah ben, je vais creuser le déficit parce que je veux relancer mon économie qui stagne depuis 10 ans. » Ils prennent des mesures totalement idiotes. Je ne le conteste même pas. Mais c'est leur droit. Et la Commission arrive en disant « Non, attendez, la précédente majorité, donc celle qui a perdu les élections, avait décidé d'une trajectoire budgétaire que vous, la nouvelle majorité, vous devez appliquer. Comment ça, on doit appliquer? Ah ben oui, c'est l'engagement de la précédente majorité, pris sur la base de textes eux-mêmes adoptés par une précédente majorité, et de textes qui eux-mêmes sont fondés sur un traité adopté par la précédente majorité. Mais comment ça, donc, on ne peut plus décider par nous-mêmes? Ah ben non, on ne l'a pas dit, on a abrogé les élections nationales. On ne vous l'a pas dit. Or, c'est ça qu'on a fait dans la zone euro. On a abrogé les élections nationales. Vous pouvez voter pour qui vous voulez. Eh bien, il faut respecter simplement la parole de la précédente majorité. On ne peut plus rien changer. Et c'est pour ça, là, on a un souci. Sur la zone euro, c'est un souci démocratique majeur. On a construit un monstre de Frankenstein. Et il y a un moment, si on n'en sort pas, je peux vous assurer, même moi, si on me demande de choisir entre l'Europe, je suis profondément attaché parce que je suis un fédéraliste, et ma démocratie nationale, ni une ni deux, je choisis ma démocratie nationale. Alors, je suis bien d'accord là-dessus. Juste une petite réponse. D'une part, effectivement, ces décisions se prennent en toute opacité, puis on a vu comment ça a eu des conséquences dramatiques en Grèce. En même temps, sur des pays comme l'Italie, la France, il n'y a jamais eu aucune sanction. On est quand même sorti des clous à un nombre incalculable d'années. Pas l'Italie. Non. Nous. En tout cas, on a toujours bénéficié d'un régime de faveur, il faut quand même le remarquer. Sur le déficit budgétaire, on est d'accord. Sur le déficit budgétaire, la procédure de déficit excessif. La France est sortie des clous plus de 7 ans, je crois. Ça fait depuis 2002, on n'est pas dans les...
Oui, enfin là on est de nouveau dedans maintenant. Mais On en sort grâce aux Gilets jaunes. et en fait, il est assez facile pour Paris de convaincre la Commission. Enfin, le gouvernement ressort un ou deux, enfin, des crédits qu'il n'avait pas anticipés, et puis on fait 2-3 petites économies au rabot, et ça y est, c'est fait. On passe la rampe. Mais Donc, c'est un système où mais vous avez les grands pas États d'un satisfaisant, côté. absolument. Et donc, Totalement effectivement, inégalitaire. Comme l'avait dit en 2003, quand la Commission avait voulu appliquer le pacte de stabilité à l'Allemagne, parce qu'ils avaient dérapé, ils venaient de faire, ce que je raconte dans mon bouquin, ils venaient de faire donc ils faisaient des fameuses réformes Hartz-IV, et donc ils avaient dérapé budgétairement. Ça coûte cher les réformes, hein. Quand on met en œuvre des réformes, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc la Commission la Commission Prodi se préparait à sanctionner l'Allemagne. Et Hans Eichel, qui à l'époque était ministre des Finances allemand, avant de devenir, je crois, il vient de mourir là, hein, et ensuite il est devenu ministre des Affaires étrangères. Et alors, devant ses collègues réunis à l'Eurogroupe, il dit mais écoute Hans, on va t'appliquer des sanctions, t'as quand même violé le pacte. Et il répond mais le pacte n'a pas été conçu pour s'appliquer à l'Allemagne. Parce que si vous avez les Uber-États et les Unter-États. Alors les Uber, c'est les Français et les Allemands, évidemment. Et puis en dessous, vous avez tous les autres, les Italiens, les Grecs, les Irlandais, les Portugais, les Espagnols, à qui on peut appliquer une politique d'austérité comme personne ne pourrait supporter. Je veux dire, en France, on n'a même pas connu la rigueur. Regardez, on a déjà les Gilets jaunes qui, depuis 3 mois et demi, massacrent Paris. Je veux dire, c'est quand même étonnant. On n'a même pas connu la rigueur. On est à 100 milliards par an de déficit budgétaire. 100 milliards par an. Donc, les Grecs, eux, ils ont dû arriver à l'équilibre budgétaire. Si on coupait les dépenses publiques françaises pour arriver à l'équilibre budgétaire de 100 milliards, vous entendriez les Français hurler comme des cochons, je peux vous le dire. Hein. Même 10 milliards, ça hurle. 4 milliards, n'en parlons même. Aussi, ça a hurlé. L'année dernière, ils ont voulu économiser 4 milliards, ça a hurlé dans tous les sens. Donc, c'est pour vous dire, 100 milliards. Alors, si vous voulez bien, on va un tout petit peu avancer sur des sujets d'actualité sur lesquels il me semble important de peut-être s'arrêter quelques instants. Je voudrais Alors, on a bien compris, hein, l'Europe, pas si démocratique que ça, et il vaut mieux être un pays fort et puissant qu'un petit pays, hein, si on peut résumer de façon un peu courte ce que vous venez de dire. L'interdiction de fusion Alstom-Siemens, ça a quand même fait beaucoup de bruit. Ça a mis en évidence la nécessité de faire évoluer la politique européenne de concurrence vers davantage de flexibilité. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment cette décision a été prise, étant donné le contexte international dans lequel l'Europe se trouve, où on voit les sociétés européennes ne pas faire forcément partie des plus grandes sociétés à l'échelle internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Delphine Simon et Jean Quatremer, une décision comme celle-là, pourquoi, surtout maintenant, et qu'est-ce qu'on peut faire? Jean Quatremer. En 2 mots. D'abord, la Commission, elle ne fait qu'appliquer. C'est la Commission, donc, qui est la gardienne de la politique de concurrence européenne. La politique de concurrence européenne, tu sais, quand on a entendu tous les délires en France en 2005 autour de la concurrence libre et non faussée, les Français disaient c'est le libéralisme. Ouais, non, mais vous préférez quoi, une concurrence faussée et non libre? Enfin bon, c'est le communisme, ça, on a le choix. Et donc, elle est là pourquoi, la Commission? Une politique de concurrence libre et non faussée, ça veut dire tout simplement, on va éviter des cartels, on va éviter des ententes sur les prix, on va éviter des monopoles, qu'ils soient privés ou publics. Un monopole public, tout le monde, les Français sont là, c'est fantastique le monopole public. Ouais, sauf que quand votre train il tombe en rade en pleine campagne pendant 24 heures, la SNCF, vous n'êtes pas très copain avec la SNCF à ce moment-là. D'accord? Donc, en fait, c'est pas mal de se dire, tiens, on va pouvoir changer de compagnie. Tiens, peut-être que s'il y avait 2 compagnies de train, on pourrait prendre une autre qui est un peu plus efficace. Quand il y a une concurrence sur des lignes d'avion, on est super content parce qu'on voit les prix qui tombent à toute vitesse. Hein, quand vous avez le monopole de Air France, par exemple, sur une ligne, vous vous apercevez que d'un seul coup, les prix doublent, triplent, quadruplent. C'est bizarre quand même. La concurrence, c'est pas si mal que ça. On adore ça. On n'imagine pas des restaurants qui appliquent tous le même menu, par exemple. On gueulerait les premiers. Hein, on va réduire le nombre de fromages. Vous vous rendez compte, 700 fromages, c'est quand même beaucoup. Donc la politique de concurrence, elle est logique. Et à l'époque, elle visait, quand on l'a importé des États-Unis, c'est les Américains qui ont écrit la partie sur la concurrence dans le traité CECA, le traité de la communauté économique du charbon et de l'acier, parce que le but de l'époque, c'était de casser les Konzerne allemands. C'est-à-dire l'intégration verticale qui a abouti au militarisme allemand, c'est-à-dire de la production dans la mine jusqu'à la production des canons. Voilà, c'était ça l'idée. Et on ne savait pas faire. Et nous, en France,
On a été moins intégrés parce qu'on a toujours été moins malins que les Allemands, mais on avait quand même les fameux 100 familles qui dirigeaient la France. Et donc là, on avait quand même une intégration qui arrivait presque au niveau du canon. Mais au-dessus, c'était encore deux types de production différentes. Donc le charbonnage d'un côté et de l'autre côté, les canons. Et donc on a cassé tout ça. C'est ça la politique de concurrence, c'est éviter que se reconstitue ce genre de choses qui amène une hyperpuissance de compagnies privées ou public au choix, parce que vous savez, en France, EDF, vous savez, ils nous ont imposé le nucléaire sans nous poser beaucoup de questions. Pourtant, c'est public. Donc, on construit des centrales nucléaires un peu partout et tout ça. Donc, est-ce qu'au fond, c'est une bonne chose d'avoir des secteurs comme ça non contrôlés, comme EDF? Moi, ça me pose un vrai problème. Bon, toujours est-il qu'à partir de 89, on a adopté un autre règlement. Là, on a complété les traités. On a adopté un règlement qui visait à contrôler ex ante les fusions-acquisitions. Ça, c'était pas dans le traité d'origine. Le traité d'origine, c'était vraiment le contrôle des aides d'État, les monopoles, etc. Mais on n'avait pas pensé à instaurer un contrôle ex ante. Pourquoi? Parce que les États ne sont pas stupides. Ils s'étaient dit, on va avoir un grand marché européen, donc on va laisser les entreprises nationales fusionner entre elles librement pour atteindre la taille européenne. C'est ça l'idée. Et en 89, on adopte le règlement sur les fusions-acquisitions, qui rentre en vigueur en 92, au moment où entre en vigueur le marché intérieur de Jacques Delors. La connexion, elle était là. C'est-à-dire on va créer des entreprises de taille européenne qui vont pouvoir se faire la concurrence entre elles. Très bien. Depuis 89, le problème, c'est que le monde a changé. On est passé de l'Europe au monde. C'est ballot, mais on a gardé les mêmes fonctionnaires. Boum, boum. Donc comme ça, ils restent dans des cases. Et qui applique aujourd'hui, alors que le texte pourrait parfaitement s'appliquer, le règlement de 89, il est génial, lisez-le, c'est génial. Il pourrait s'appliquer parfaitement au monde tel qu'il est aujourd'hui, mais nos fonctionnaires n'ont pas changé. Et là, ils continuent à appliquer ce qu'on appelle le marché pertinent, le marché pertinent, c'est-à-dire sur quel marché est-ce que je dirais, la concurrence risque d'être réduite si on accepte la fusion-acquisition. Ils continuent à l'appliquer comme si il n'y avait pas eu un truc qui s'appelle la mondialisation, et puis des grands méchants qui s'appellent les Chinois, qui visent qu'une chose, c'est nous bouffer. C'est tout simple. Non, ils continuent à raisonner au niveau du marché européen, voire parfois du marché local. Ils ont quand même réussi à interdire la fusion Volvo-Scania, parce que, donc dans les camions, il y a quelques années, parce que on risquait d'avoir une position dominante sur les marchés scandinaves. Comme si le marché des camions était scandinave. Non, le marché des camions, il est européen, voire mondial aujourd'hui. Regardez les camions Volvo, vous les trouvez aujourd'hui aux États-Unis, vous en trouvez même en Chine. Donc le marché, il était déjà mondial. Alors là, ce qu'on vient de vivre avec, et c'est pour ça que moi je suis très dur sur la décision, concernant l'Airbus du rail. L'idée, c'était quoi? C'était de permettre. Je n'étais pas d'accord sur la gouvernance, parce qu'on donnait beaucoup de pouvoir aux Allemands, mais bon, après tout, dans cette fusion. Mais l'idée, c'était de créer aujourd'hui un géant du rail équivalent au géant du rail chinois, CRRC. Comment ce géant est né? À coup de subventions d'État et puis de transfert de technologie. Je vous rappelle que c'est nous, les Français, qui avons joyeusement, et c'est Nicolas Sarkozy, qui avons, pour vendre une rame de TGV, affilé toute la technologie TGV aux Chinois, qui l'ont intégrée. Maintenant, ils font des TGV de première qualité, je peux vous le dire. Et la Commission dit, attention, ça va réduire la concurrence, puisqu'il y a 2 constructeurs ferroviaires en Europe, sur le marché européen. Alors on lui dit, mais Commission, d'accord, mais le marché, il est mondial, parce que CRRC, ils vont arriver un jour avec leur train à grande vitesse, et ou dans la signalisation aussi, etc. Et la Commission vous répond, ah ouais, mais pas avant 5 ou 10 ans. Ouais, des mecs, vous n'avez toujours pas compris la leçon de la Chine à l'OMC. Je vous rappelle, quand la Chine a adhéré à l'OMC en 2000, c'est en 2001. 2001, voilà, en 2001. Moi, je me rappelle toujours c'était extraordinaire, Pascal Lamy, commissaire français au commerce. Il réunit, donc il arrive de Pékin complètement épuisé de négocier avec les Chinois après les Américains pour les faire entrer à l'OMC. Et puis il fait venir, je sais pas, on était 5-6 journalistes dans son bureau, il était tout content et tout. Nous, on était livides. Vous avez accepté que la Chine rentre? Elle dit, quoi, on ne peut pas l'empêcher d'entrer, les Américains ont déjà accepté. Je dis, oui, d'accord, mais vous avez négocié des normes sociales, des normes environnementales. Est-ce que vous avez mis la monnaie dans le paquet? Ah ben non, ça, on n'est pas dans le cadre de l'OMC, tout ça, ça ne peut pas rentrer. Je dis, attendez, vous vous rendez compte? On vient de faire rentrer un pays d'1 milliard d'habitants qui va respecter aucune règle et qui va venir nous concurrencer.
Alors là, l'énarque sort et Pascal Lamy répond, ça c'est, je veux dire que c'est authentique, il répond, mais vous n'y comprenez rien. Normal, on n'est pas énarque, nous. Et vous n'y comprenez rien, mais je vais vous dire, les Chinois, eux, ils vont se concentrer sur les produits à basse valeur ajoutée, pendant que nous, on va se concentrer sur les produits à haute valeur ajoutée. Et nous, on l'a regardé, on lui dit, mais dans 10 ans, vous croyez qu'1 milliard d'habitants, ils vont faire des grille-pains pour l'éternité? Mais vous êtes dans quel monde? Non, mais il était dingue. Mais je vous assure, on s'en souvient tous encore. Et on lui a dit, mais vous êtes fous, dans 10 ans, ils seront sur Mars. On s'est planté, ils sont sur la face cachée de la Lune. Bon, d'accord. Je reconnais que là, ça prouve qu'on n'est pas très compétent. Et donc, en 10 ans, en 15 ans, je veux dire, aujourd'hui, c'est devenu quasiment la première puissance mondiale. Ils sont en train de nous tailler des croupières dans tous les secteurs. Ils sont en train de diviser l'Europe, de construire la route de la soie, etc. Et nous, on recommence les mêmes erreurs avec les mêmes crétins à la Commission qui nous disent que le marché, il est local, il n'est pas mondial. Mais je vous parie que dans même pas 5 ans, dans 3 ans, ils vont acheter une compagnie ferroviaire hongroise, parce que c'est leurs copains les Hongrois, et que d'un seul coup, cette compagnie hongroise va se mettre à faire des TGV vachement pas chers, 50% moins chers, et qui vont nous tailler des croupières en Europe. On parie? Alors, cette interdiction, elle est irrévocable? C'est-à-dire Delphine Simon. Moi, alors, je reprends un petit peu. Elle est irrévocable parce que Alstom et Siemens n'ont pas porté plainte et n'ont pas fait appel. Ils ont fait appel, je crois. C'est 3 mois pour faire appel. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont décidé de ne pas faire appel. En fait, ils ont laissé tomber. Alors, effectivement, moi, je suis plus dubitative que vous sur ce sujet parce que c'est vrai que quand on regarde l'argumentaire de la Commission, elle dit effectivement, elle a jugé sur la zone Europe. Effectivement, le leader chinois mondial, il produit 200 TGV par an. Aucun n'a été exporté pour l'instant vers d'autres pays que la Chine. Et il n'a jamais postulé sur aucun appel d'offres en Europe. Bon, par ailleurs, les systèmes de signalisation en Europe, il y en a un par pays. Ils sont tous différents. 28 systèmes de signalisation, 28 pays. Voilà. Donc pour les Chinois, le marché européen, il n'est pas forcément très intéressant aujourd'hui, pour le moment. Mais on voit mal pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas un système européen. On change chaque fois que... Voilà. Du coup... Voilà, effectivement, on peut comprendre cet argument. Ensuite, effectivement, l'idée, c'est de dire, on juge uniquement sur le continent européen, mais quid du monde? Effectivement, la concurrence, elle est mondiale, elle n'est pas que européenne. On restreint finalement la compétitivité des entreprises européennes. Bon, si on regarde Alstom et Siemens, ils fabriquent 35 TGV à 2. Le chinois, il en fabrique 200. Donc même à 2, ils auraient eu du mal à le concurrencer au niveau mondial. Mais ils auraient été un peu plus forts, effectivement. Autre argument de la Commission, c'est de dire, sur le marché européen, si on n'a pas de concurrence, si on a évacué tous les concurrents, eh ben, on n'a plus tendance à innover parce qu'on n'a plus envie, on n'a plus besoin. Donc ça veut dire qu'on s'appauvrit aussi. Et du coup, est-ce qu'on est vraiment mieux armé pour aller batailler sur les champs mondiaux de la du ferroviaire? C'est pas sûr. Donc ça peut se défendre, cet argument-là. Maintenant, aujourd'hui, les gouvernements ont saisi ce cas sur lequel, encore une fois, Alstom et Siemens n'ont pas fait appel. Ils auraient pu, enfin je veux dire, la Commission aurait pu régler le problème si Alstom et Siemens avaient fait quelques efforts, s'étaient séparés comme l'a fait Air France avec KLM quand ils se sont mariés. Ils auraient pu Air France et KLM ont cédé quelques créneaux horaires. On est rentré dans les clous, la fusion a été validée par la Commission. Là, Alstom et Siemens n'ont pas fait ces efforts-là, visiblement. Ça a été retoqué, et là, ils ne font pas appel. Donc, visiblement, est-ce que c'est pas un peu un mariage aussi mal ficelé, cette fusion Alstom-Siemens, à la base? Ensuite, les gouvernements s'en saisissent. L'Allemagne, la France, grosse colère à Paris avant même que la décision ne soit annoncée. Bercy, vraiment, on a fait des tonnes pour dire que c'était quand même une erreur monstrueuse de la Commission européenne. L'Allemagne, pareil, Altmaier était furax. En même temps, ça arrive à un moment un peu particulier. On est à quelques semaines des élections européennes. La Commission est en fin de mandat. C'est peut-être pas complètement pour rien que ce débat arrive sur le devant de la scène. Et puis, la solution qui est proposée par Paris, Bruno Le Maire, c'est un droit de veto. Il y en a marre de la Commission européenne, de ces décisions qu'on ne peut pas attaquer sauf devant la Cour de justice, parce qu'il y a quand même un contre-pouvoir. La Cour de justice a retoqué des fusions refusées, des interdictions de fusion de la Commission. Elle l'a fait dans le cas Schneider-Legrand.
Trop tard. De toute façon, ils ont vogué vers d'autres stratégies industrielles à leur bénéfice. Tous les deux existent et vont très bien. Ils sont leaders mondiaux. Donc, en fait, ce type de veto, est-ce que ça aurait encore de l'intérêt aujourd'hui? Ça veut dire aussi que non seulement la France pourrait dire à terme à la Commission, nous, on n'est pas d'accord avec votre interdiction, mais la Lettonie aussi aurait le droit de retoquer la fusion Alstom-Siemens à ce moment-là. C'est quand même assez compliqué, cette solution. Dans tous nos États, il y a un droit d'évocation des gouvernements, des décisions qui sont prises par les autorités de concurrence. En tout cas, c'est le cas en France notamment, et je crois qu'en Allemagne, ça existe aussi. Donc un droit d'évocation. Et donc, ça sera un droit d'évocation à la majorité qualifiée. Donc ça ne serait pas un pays qui mettrait le veto. C'est-à-dire, on dirait, attendez, nous, on considère que, là, en l'occurrence, la Commission s'est plantée. Mais cela étant, moi, je suis très méfiant, parce que, de facto, on risquerait de faire une usine à gaz. Moi, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la modification, effectivement, alors peut-être de préciser le règlement de 89 en disant que le marché pertinent, dans la majorité des cas, c'est le marché mondial. Parce que l'argument de la Commission, moi, chaque coup, je veux dire, vous savez, sur l'innovation, Google, Amazon, Apple, etc. Bon, ce sont des géants qui sont en position de monopole sur leur marché propre et leur marché mondial. Et aujourd'hui, la Commission, elle raisonne encore. C'est les années 50. C'est le Minitel. Là, on voit que les gens sont vieux. Ils oublient que maintenant, dans les entreprises modernes et des nouvelles technologies notamment, il y a une capacité d'innovation interne incroyable parce qu'il y a une peur de perdre sa position de monopole. Google, c'est la démonstration. C'est incroyable. Je veux dire qu'ils sont en train de travailler sur l'intelligence artificielle de demain. Ils sont pas assis sur leur monopole. Au contraire, ils tentent d'acquérir le monopole de demain. Donc, le monde de l'entreprise, le monde de l'intelligence entrepreneuriale a totalement changé. Et on a l'impression qu'on a des gens qui sont encore à l'époque du charbon et de l'acier. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que, oui, effectivement, quand vous étiez monopolistique dans le domaine du charbon, bon, les capacités d'innovation dans le charbon, je m'excuse, sont pas énormes, peut-être réduire plus rapidement, etc. Mais c'est la question des prix qui se joue. Mais pour le reste, aujourd'hui, dans l'entreprise moderne, on sait très bien qu'une position de monopole, elle peut s'évanouir en quelques mois. Mais pas seulement en quelques années, en quelques mois. Donc si vous n'êtes pas le premier leader, si vous ne voyez pas les marchés de demain, vous disparaissez. C'est aussi simple que ça. Regardez, par exemple, les capitalisations boursières aux États-Unis de ces dernières années. Des entreprises qui sont aujourd'hui leaders mondiales, qui sont à la première capitalisation boursière comme Apple, il y a 10 ans, ils n'étaient même pas dans le top 100. Je veux dire, c'est ça la réalité. Parce que ces entreprises doivent en permanence créer. Dire qui concurrençait Apple sur les smartphones quand il a inventé le smartphone, Apple? Personne. Et petit à petit, et c'est tous les autres qui sont en train de, évidemment, dans le monde, essayer de le concurrencer, mais à chaque coup, ils trouvent le produit nouveau, etc. Donc, je ne crois pas. Comme la concurrence, elle est mondiale, moi, je ne crois pas du tout à cette idée de l'absence d'innovation, etc. Je peux qu'on se voit quand on est fonctionnaire, on sent bien que la concurrence n'est pas forte, ils ne risquent pas de perdre leur boulot. Donc, je suis très méchant, mais moi, je les connais, je les fréquente tous les jours. Et c'est un côté fatigant, effectivement, de voir des gens qui sont des juristes. Ils sont tous des juristes, comme moi d'ailleurs, et qui vont expliquer à des patrons comment ils doivent diriger leur entreprise. Moi, il y a un moment, j'ai envie de leur dire, les mecs, il faut que vous reveniez un peu à votre niveau, et dire, vous êtes juristes. Alors donc, effectivement, il y a des conditions juridiques, mais quand vous les voyez faire des analyses économiques, on a envie de dire, et là, c'est là que ça énerve les États, dire, ça suffit. En plus, la politique industrielle, en plus, on est quand même à un moment charnière de notre histoire, où tous les États qui, pendant les 30 dernières années, ont craché sur la politique industrielle. C'est-à-dire, en gros, l'État n'a rien à faire dans l'économie. Et là, aujourd'hui, avec les Chinois, on est en train de s'apercevoir que la politique industrielle est une nécessité. La Chine, elle résonne pas à 5 ans, pas à 1 an, elle résonne à 100 ans. Allez en Chine, ceux qui ne connaissent pas la Chine. Vous verrez, les Chinois, ils n'en ont rien à faire de ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Eux, ils sont déjà dans un siècle. Et donc, les Chinois font de la politique industrielle, les Américains font de la politique industrielle, sans le dire. L'armée, par exemple, qui subventionne tous les programmes dans le domaine de l'aviation, de l'intelligence artificielle, etc. etc. L'Internet est une invention qui a été subventionnée par l'État fédéral américain. Donc, et les seuls qui ne font pas de politique industrielle, les seuls qui se tirent des balles dans le pied, les seuls qui refusent d'avoir des entreprises en position monopolistique pour combattre sur le marché mondial sont les Européens. Et c'est pour ça que moi j'en viens à dire, on devient les idiots utiles de la mondialisation. Il faut arrêter avec ça. Et donc là, c'est là-dessus que moi j'ai... Et franchement, il y a des décisions que j'ai défendues de la Commission en matière de politique de concurrence. L'idée de la politique de concurrence est nécessaire. Les États n'ont pas toujours raison. Mais heureusement que de temps en temps, les États, par exemple, ont imposé, par Galiléo, c'est quand même Galiléo...
quand même Galiléo, c'est quand même une décision qui a été poussée par la France. Ça a été compliqué quand même, Galiléo. C'était une bataille, mais extraordinaire, menée contre les Américains et une partie des États européens qui étaient vraiment aux mains des Américains, comme la Grande-Bretagne, etc. Galiléo, c'est vachement intéressant. On impose Galiléo. Alors d'abord, la Commission nous fait un partenariat privé-public. La grande connerie. Donc on prend 10 ans de retard. Finalement, à la fin, on reconnaît que non, ça ne marche pas, parce que le privé n'investit pas 50 ans. Et donc là, il faut que ce soit l'État. Donc c'est le budget européen qui finance Galiléo. La Commission, elle a quand même réussi le truc extraordinaire de répartir le marché des satellites entre 3 constructeurs. C'est quand même complètement délirant, parce que aux États-Unis, vous avez un constructeur, il fait tout. Et surtout, de donner le lancement de satellites qui sont absolument essentiels aux Russes. Et on a échappé aux Chinois quand même, parce que le directeur qui était chargé d'attribuer les marchés était un Allemand hyper rigide, et qui a dit on va donner ça aux Chinois, c'est les moins chers. Et là, quand même, le président de la commission de l'époque a dit non, quand même les Chinois peut-être pas, on va peut-être quand même les Russes au moins ils lancent de Kourou, donc voilà, c'est plutôt sympa. Mais on n'a pas donné ça à Ariane Espace. Je veux dire, vous imaginez les Américains filer le lancement de leurs satellites stratégiques à une compagnie russe ou à une compagnie chinoise? Mais il n'y a que les Européens qui sont... Et c'est la Commission qui a décidé ça. Ce qu'on sent, c'est beaucoup de colère. C'est pas de la colère. C'est de la colère devant la bêtise. Et on l'a compris, donc manque d'adaptation et manque d'anticipation. Alors, on va vous laisser la parole avec des questions. Peut-être on peut dire quelques mots sur l'omniprésence des lobbies au sein des institutions européennes. Et au-delà de ça, les grandes entreprises privées et des groupements industriels qui financent directement des partis politiques européens, qu'est-ce que ça vous inspire c'est une des composantes de la politique à Bruxelles. En fait, tout le monde, enfin tous les lobbies ont pignon sur rue. Bruxelles, c'est la 2e capitale au monde après Washington, par le nombre de lobbies. Je crois qu'il y en a à peu près 30 000. Enfin, c'est pas complètement. Enfin, le chiffre n'est pas complètement. C'est une estimation, hein, parce que ouais, absolument. Non, c'est pas complètement difficile à recenser dans la mesure où il existe un registre, c'est-à-dire que la Commission européenne et le Parlement européen ont maintenant un registre commun pour tous les lobbyistes. Donc, il figure à la fois effectivement les groupements d'intérêt des grandes entreprises, des grands secteurs, la pharmacie, la métallurgie, etc. Google, Amazon, Facebook ont leur lobby évidemment à Bruxelles, mais il y a aussi des associations. Alors, est-ce qu'on peut parler de lobby, ça se discute, mais ce sont quand même des groupes qui veulent faire pression, qui veulent se faire entendre lorsque de grandes lois sont en discussion à la Commission européenne, au Parlement européen, etc. Et est-ce que les Chinois, par exemple, sont d'une manière ou d'une autre présents? Ça, j'imagine qu'ils ont une représentation. Après ça, moi, Il y a plus de journalistes chinois à Bruxelles qu'il y a de journalistes français, donc difficile. Hein. Oui, eux, ils ont compris où se passaient les choses. C'est tout. Oui. Non, mais les Chinois, évidemment, sont omniprésents. Ils ont à Bruxelles, mais comme les Américains, et comme nous, les Français, on est omniprésents aux États-Unis, on est omniprésents au Japon, on est omniprésents en Chine, etc. Et en France, alors effectivement, les lobbies, on n'en parle pas, seulement parce qu'il n'y a pas de registre des lobbies. Le président de la Commission, par exemple, il doit inscrire tous les gens qu'il reçoit. D'accord ? Il y a un registre des lobbies. Le président de la République française, il reçoit les gens par la grille, je sais pas quoi, comment elle s'appelle, du coq ou de l'horloge, je sais pas quoi. Donc le bout du jardin, et il peut faire venir à l'Élysée tous les grands patrons. Cela dit, eux, comme c'est tous des anciens énarques, les grands patrons français, c'est pas difficile, ils se connaissent tous, un jour ministre, un jour président d'EDF, un jour président de GDF, un jour président de machin, etc. Donc c'est pas très compliqué. Je veux dire que le lobbying en France, effectivement, nous on dit mais il y a moins de lobbying en France. Bah oui, parce que comme c'est tous le même milieu, ils se retrouvent tous dans les dîners d'anciens. Et alors là, c'est là que se joue le lobbying. Et il n'y a pas de registre. Nous, à Bruxelles, tout le monde doit déclarer. Et si on chope un commissaire ou un député qui n'a pas déclaré qu'il a reçu tel ou tel représentant de groupe d'intérêt, il tombe. C'est aussi simple que ça. À Paris, il ne tombe pas. Je veux dire, le président vous dira j'ai le droit de recevoir qui je veux. Non, alors ce qui pose problème, c'est quand même. D'ailleurs, je crois que le médiateur, parce qu'il existe un médiateur européen, absolument. Chacun peut lui écrire, faire part de ses préoccupations, de ses inquiétudes, de ses plaintes. Et donc, elle remet un rapport chaque année. Et en tête de liste, il y a quand même cette inquiétude sur les lobbies et en particulier sur la pratique du pantouflage. C'est-à-dire, ces hauts fonctionnaires européens qui... Voilà.
La porte tournante, ouais. C'est-à-dire que c'est haut fonctionnaire européen, directeur à la Commission, je dis n'importe quoi, de la DG Agriculture. Ou président de la Commission. Ou président, absolument, puisqu'il est passé chez Goldman Sachs comme conseiller au Brexit. José Emmanuel... Bon, ah bon, je croyais que c'était le prétexte, c'était le Brexit. Bon, enfin, un homme de très très haut plan et qui passe finalement dans le privé pour vendre ses réseaux, ses connaissances de la machine européenne. Ça pose quand même un problème. Ça existe en France, hein. Enfin, je veux dire... Ah si, on le sait. On le sait quand même. Alors, il nous reste 15 minutes pour terminer ce débat. Je pense qu'il est temps de passer aux questions dans la salle. Monsieur qui lève la main. Alors, une question, vous vous présentez très rapidement. Question rapide. Je ne fais pas partie du monde journalistique. Je suis un grenoblois simple qui s'intéresse à la géopolitique. Je voulais poser une question par rapport, vous parliez d'Alstom tout à l'heure. Le versant Alstom General Electric qui a beaucoup été secoué pas mal de choses. Et là, il y a Alstom Siemens. Est-ce que c'est juste un problème de formalisme simple, de manque d'effort de l'un et de l'autre, ou c'est quelque chose de plus profond parce que d'un côté ça passe, alors pourquoi et de l'autre côté ça passe pas? Est-ce que c'est seulement un problème de compétence ou c'est pire que ça? Ça me fait penser à ce que vous disiez un peu, ça me fait penser un peu à ça. Et puis cette histoire de formalisme, c'est aussi le rôle un petit peu des politiques de leur souffler un petit peu ou les obliger, les bousculer un peu pour qu'ils puissent revoir leur copie et pour que ça passe en disant il y a quand même une synergie industrielle à défendre, faut que les gens puissent réfléchir ensemble et pas unilatéralement. Alors juste sur la différence entre la fusion Alstom Siemens et General Electric Alstom, il me semble que effectivement dans celle qui a marché, ils ont fait des efforts, hein, de part et d'autre. Ils se sont séparés d'un certain nombre. Tout ce qui était signalisation d'ailleurs a été cédé par Alstom et c'est à ce prix-là qu'ils ont pu fusionner. Ce que n'a pas fait apparemment Alstom, ce que n'ont pas fait cette fois-ci Alstom et Siemens. Monsieur, s'il n'y a pas le micro, vous entendez pas. Tout ça a été décidé avec Bercy, évidemment, côté français. Hein. Non, mais je comprends, mais quand il y a deux grands groupes qui ne font pas assez d'efforts et que de l'autre côté ça a marché... Mais est-ce qu'ils voulaient vraiment se marier? Enfin, moi, à la fin, c'est la question que je me pose. Quand on veut... Il faut une candidature, mais en fait, ils ne veulent pas. C'était... D'après les syndicats d'Alstom, qui étaient d'ailleurs opposés à cette fusion, c'était un mariage purement financier. Voilà. Donc alors après, moi je ne suis pas dans le... D'accord. Et dans ce cas-là, il n'y a pas des politiques éclairés français ou européens qui leur disent maintenant, effectivement, c'est une bonne idée, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Disons que ça se discute, mais après, c'est une entreprise, elle fait ce qu'elle veut. Hein, c'est une entreprise privée. L'État n'a pas à interférer dans la politique ou la stratégie industrielle d'une entreprise privée. Une autre question ? Bon, je m'appelle Anne, citoyenne lambda. J'aime l'Europe, mais je suis très déçue aussi. Je me demande... Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les référendums d'initiative citoyenne pour les gens à la base qui veulent faire quelque chose? Est-ce que ces référendums peuvent aboutir à faire changer ou évoluer notre Europe? Comment dire ? Les expériences référendaires, on ne peut pas dire que jusqu'à présent, c'est porté ses fruits. Généralement, on vote avec enthousiasme pour l'Europe quand on est dehors, pour rejoindre, hein, à part les Norvégiens qui 2 fois ont voté non. En règle générale, on vote oui à l'Europe à 60-70% quand on est dehors. Puis une fois qu'on est dedans, comme on a le sentiment que, bon, de toute façon, on ne peut pas vous foutre dehors, donc là, on vote non pour des tas de raisons qui ont souvent rien à voir avec l'Europe. Et le non à des questions extrêmement complexes fait qu'il n'y a pas de solution simple. Je veux dire, comme le non est très complexe, d'ailleurs, entre le non d'extrême droite en 2005 et le non d'extrême gauche, puis le non des fédéralistes qui trouvaient que c'était pas assez fédéraliste, et ainsi de suite, vous faites quoi comme Europe après? Donc il faut vous poser des questions peut-être extrêmement simples. En plus, des référendums nationaux, purement nationaux sur les questions européennes, moi ça me pose un problème. Moi je dis référendum européen,
question européenne, référendum européen. On ne va pas régler des problèmes européens nationalement. Vous êtes d'accord avec moi? Donc déjà, si on sort du cadre national, moi, après tout, on peut très bien imaginer un référendum pan-européen si ça permet de résoudre des questions extrêmement précises. Mais pas pas une question, je veux dire, par exemple, voter sur un texte qui fait 500 pages, enfin 500 articles, ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens. On sait tous très bien, comme le disait très bien d'ailleurs Philippe de Villiers, il y a 500 raisons de voter non au traité constitutionnel européen. Voilà, il avait raison. Vous trouverez toujours un article qui vous plaira pas, un sous-paragraphe, etc. Moi, le nombre de fois où il y a des gens qui me disent « Ouais, t'as vu l'article 220, paragraphe 2 ?» Du coup, je découvrais des spécialistes du droit constitutionnel européen et du droit privé européen qui me sortaient des articles. Évidemment, je ne savais même pas de quoi il s'agissait pour m'expliquer à quel point c'était un traité qui était scandaleux et qui allait nous priver nos libertés, venir jusque dans nos bras, égorger nos femmes et nos compagnes, les enfants, etc. Enfin bref, là, quoi il parle? Enfin bref. Donc je ne suis pas persuadé de cela. Je vous signale d'ailleurs que le référendum, on parle du référendum français, mais parlons du référendum irlandais. Quand les Irlandais ont voté non en 2008 au traité de Lisbonne, on s'est demandé pourquoi ils avaient voté non. Personne n'a compris. Hein. Donc on a cherché des raisons. On a dit, mais bon, peut-être qu'ils ne veulent pas une commission réduite. Et donc, la principale innovation du traité de Lisbonne, qui était la réduction de la taille de la commission pour aller vers davantage de fédéralisme, que la commission ne soit pas composée d'un commissaire par État membre, parce qu'on se rend bien compte que ça ne va pas. D'abord, il n'y a pas du boulot à Bruxelles pour 28 commissaires. C'est-à-dire, il y a du boulot pour 12 commissaires maximum. Hein. C'est ça la réalité. Donc, on se dit, peut-être que c'est à cause de ça qu'ils ont voté non. Donc on a enlevé la réduction de la taille de la commission, et puis on leur a donné la garantie que jamais l'Europe ne se préoccuperait de l'avortement, alors que là c'est pas dans les compétences de l'Union européenne. Et d'ailleurs maintenant ils viennent d'autoriser l'avortement, donc c'est ballot. Hein. On a un traité qui est plus vraiment en concordance avec l'évolution de la société irlandaise, qui même a un premier ministre ouvertement gay. Et si on avait dit aux Irlandais en 2008 qu'ils auraient 10 ans plus tard un premier ministre gay, je pense qu'ils auraient eu un choc. Enfin bref, donc à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les gens votent sur ces questions-là, beaucoup de questions internes, etc. Donc moi, je suis pas du tout favorable à ça. Le problème, c'est que, vous savez, l'Europe, les citoyens, au fond, vous êtes contents de l'Europe. Vous aimez bien l'Europe, l'idée de l'Europe. D'abord, ça évite la guerre, c'est parce que c'est plus sympa d'être ici à discuter d'Europe et à dire que ça va pas que d'être dans une tranchée à lutter contre les Allemands. Franchement, moi, il n'y a pas photo. Hein. Personnellement, voilà. Même si l'Europe est insatisfaisante, je préfère ça aux tranchées. Moi, je suis lorrain. Moi, les Allemands, je les ai vus passer 3 fois de suite, 1870, 1914, 1939, et à toute vitesse. Voilà. Non, mais ma famille. Oberdorf, là, le professeur Oberdorf, il est comme moi. On les a vus passer. Boum, boum. Bon, donc voilà. Donc on sait très bien la valeur que ça a l'Europe. Vous savez, même l'Europe insatisfaisante, c'est mieux que pas d'Europe du tout. On a tous suffisamment souffert. Mais si demain, en 1950, quand on a commencé la construction communautaire, vous croyez qu'on a demandé l'avis des peuples? Évidemment pas. Il n'y avait pas de manif dans la rue en disant « On veut faire l'Europe !» En 1950, 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, 5 ans après que la France se soit humiliée dans la collaboration, nous, la seule chose qu'on voulait, si on avait fait un référendum à l'époque, est-ce que vous voulez faire l'Europe avec les Allemands? Ça serait terminé comment, d'après vous? Ça aurait été un non à 90%. Est-ce que vous voulez qu'on passe tous les Allemands au fil de l'épée? Oh bah oui, à 90%. Ah, c'est ça la réalité. Hein, les peuples. Et là, heureusement, on a eu 4-5 types totalement allumés, Jean Monnet, Robert Schuman, Gasperi, mais qui avaient dû fumer de la bonne, hein, et qui ont se dit, on va se réconcilier avec les Allemands. Vous savez, c'est comme dans OSS 117, là, il faut se réconcilier avec les nazis. Non, mais c'était grave, et ils ont dû faire presque un coup d'État en France contre Pleven, Premier ministre, qui était contre cette idée de la réconciliation franco-allemande, pour imposer la réconciliation franco-allemande. Donc, et derrière, il y avait des communistes, des gaullistes, une partie des socialistes qui hurlaient en disant « Mais non, on ne va pas se réconcilier avec les Boches, etc. » Regardez les campagnes de l'époque. Regardez les campagnes 2 ans après sur la communauté européenne de défense. C'était quasiment « Les Allemands vont nous occuper à nouveau ». Je veux dire, la haine, elle était intacte. Heureusement, il y a des gens qui ont surmonté la haine pour faire l'Europe comme cela. Donc, il n'y avait pas de manif pour... Pas contre, parce qu'on se rendait bien compte que c'est quand même mieux. Mais voilà, mais même aujourd'hui, regardez, l'Europe disparaît. Est-ce que vous allez aller dans la rue pour casser, pour aller brûler le Fouquet's, comme ça se passe aujourd'hui dans les rues de Paris, pour brûler le Fouquet's, parce que l'Europe disparaît? Non, vous direz, oh, c'est dommage. Voilà. Ouais, c'est dommage, c'était mieux avant. Ah, l'euro, c'était sympa, pas de contrôle, machin, pas de roaming, on pouvait prendre l'avion facilement et tout. Donc, voilà. Mais vous n'allez pas vous battre derrière. Le référendum,
quand c'est au niveau national, à la limite, ça correspond à un sentiment d'appartenance. Si demain la France disparaît, vous allez vous battre pour que la France reste. Enfin, j'imagine, peut-être pas à Grenoble, peut-être que vous allez demander le rattachement à l'Italie, allez savoir. Tout est possible de nos jours. Mais bref, en tous les cas, vous allez vous battre pour la France. Vous n'allez pas vous battre pour l'Europe. Donc le référendum, c'est quelque chose d'artificiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que déjà, mobilisez-vous, déjà, allez voter aux européennes. Hein, combien d'entre vous là a décidé d'aller voter là, hein? Alors, allez, alors, bougez-vous les fesses. Alors justement, à propos de ces élections européennes, on a beaucoup entendu parler de la Commission pendant ce débat, ça fait 1 heure, de l'Eurogroupe, de l'opacité de son fonctionnement, etc. On a très peu parlé du Parlement européen. Il y a une raison, Delphine Simon? Peut-être parce qu'effectivement, dans les médias, le Parlement européen n'est pas aussi... n'est pas la proie de la vindicte populaire de la même façon que la Commission européenne, qui est un peu un monstre technocratique, qui est facile de caricaturer quand même de tout point de vue. Mais c'est vrai que le travail du Parlement européen, qui est un travail finalement déconnecté du temps politique national, avec quand la Commission annonce une directive, ça arrive chez nous au bout de 2 ans, et au milieu, au bout d'1 an, on va dire, dans le meilleur des cas, au Parlement européen, c'est-à-dire une zone où il n'y a personne, en fait. Ça tombe. Donc, moi, je sais que dans ma rédaction, il est très difficile de l'accrocher avec l'actualité. Et on me dit, non, c'est pas très intéressant. Ça va s'appliquer quand? C'est ça la question. Et... Ah ben, c'est moi. Ça va s'appliquer quand? Eh bien, pas dans assez longtemps. Donc il y a cette difficulté de rendre les choses concrètes dans le travail des eurodéputés, qui est plus facile avec il faut bien le dire, avec les parlementaires français, par exemple. Je ne sais pas s'il y a d'autres raisons qui deviennent sur cette... Oui, le problème, c'est que effectivement, pour nous, Français, on a du mal à comprendre le Parlement européen. Parce que nous, en France, alors, en même temps, vous gueulez en permanence parce qu'il n'y a pas cette démocratie. Nous, ce qu'on aime, c'est une majorité, une opposition. Voilà. Et puis dès qu'on a voté pour une majorité, d'ailleurs, on veut couper la tête à la majorité pour que ce soit l'opposition, et que l'opposition ensuite, dès qu'elle est au pouvoir, on lui coupe à nouveau la tête. Hein. C'est le côté français des choses. On aime bien ça. Au Parlement, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que nous, on a un problème. Les Anglais ont le même problème que nous, d'ailleurs, avec le Parlement. Parce que dans les démocraties normales, c'est ce qu'on appelle, il y a des compromis. Encore une nouvelle fois, on fait des majorités d'idées, des alliances. Et donc, au Parlement, c'est pas droite contre gauche. Parfois, la droite vote avec la gauche, les centristes avec les verts, les partis, en fonction des textes, peuvent se diviser profondément. Et on est obligé, il n'y a jamais de majorité, par exemple, comme c'est un scrutin à la proportionnelle, et qui se fait dans le cadre national, dans le cadre de 27 États différents. J'ai déjà évacué les Britanniques. J'espère qu'ils vont sortir. Et donc, évidemment, il n'est pas simple pour nous de comprendre. Il n'y a pas de lecture majorité contre opposition. Nous, on est habitués à ce grand théâtre révolutionnaire. Vous savez, c'est comme je disais tout à l'heure. Vous êtes politiquement majoritaire et vous avez juridiquement tort. Paf, c'est facile. C'est le genre de choses qu'on comprend. Et nous, on a du mal à expliquer ces différents, l'entremêlement entre les logiques politiques et les logiques nationales. Voilà. C'est ça. Et forcément, parfois, vous avez des alliances qui sont complètement dingues quand vous, à l'aune de nos critères à nous, Français, extrêmement simples, gris, noir, blanc, tout est gris à Bruxelles. Tout est gris, mais dans toutes les démocraties normales, tout est gris. C'est ça le problème, c'est que nous sommes profondément anormaux, nous les Français. Mais oui, parce qu'on ne correspond à rien, c'est pas le monde réel. Le monde réel européen, c'est le compromis, c'est des majorités, c'est des alliances, parfois contre nature, où on tente de gouverner dans l'intérêt commun. C'est ce que fait le Parlement européen. Et moi, quand j'explique ça en France, alors moi, j'ai pas de problème, moi, je suis pas l'audiovisuel, donc dans la presse écrite, avec le web et tout ça, on peut expliquer tout ce qu'on veut. Là, c'est le vrai problème de la télévision. Quand on dit, bon voilà, alors, finalement, le PPE, vous savez, c'est les conservateurs, une partie d'entre eux ont voté avec la gauche, alors que l'autre partie a voté avec l'extrême droite, parce que sur ce texte-là... Alors là, le mec, il dit, attends, j'ai rien compris, cocotte, hein, recommence. C'est pas ça. C'est vrai, voilà. C'est vrai. D'autant plus que, par exemple, alors je sais pas, il y a un manque de connaissances, mais enfin qui est totalement naturel. Le PPE, qui sait ce que c'est? ALDE, le parti des libéraux, ALDE, au sein duquel vont sans doute siéger les députés de macronistes, voilà, qui sait ce que c'est? Et
Et à ça, en plus, d'autant plus compliqué, au PPE, qui est le centre droit, la CDU allemande et les Républicains français, on trouve le Fidesz de Orban. Voilà. Alors ça, c'est incompréhensible, c'est très compliqué à expliquer. Et en plus, c'est marrant parce que là, vous voyez, j'étais à mon journal, on préparait les élections européennes, et il y a un moment, on suggérait de faire des portraits. Et le portrait, c'est « Ah ben Jean, ce serait pas mal que tu nous fasses des portraits des meilleurs orateurs du Parlement européen. » Moi, je l'ai regardé, je dis « Des quoi ?» Mais vous avez 1 minute pour parler. Vous n'êtes pas donc un bon orateur. Les bons orateurs, ils sont dans les couloirs. C'est là où se fait la décision. Au Parlement, c'est 1 minute. Si vous êtes chef de groupe, ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Voilà la réalité. Donc, le coup des batailles, etc., parlementaires, c'est la Révolution française, 1789, 1793, c'est fini, ça n'existe pas au Parlement. Non, c'est des gens hyper techniques. Le bon orateur, c'est celui qui est capable de placer en 1 minute les points clés de ce qu'il défend. Donc, ceux qui sont bons, c'est les Allemands. Voilà. Toc, 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 pas d'imagination. Alors que les Français font des phrases, comme moi. Nous, on est les rois des phrases, la belle phrase. Un Allemand, dans un débat entre un Français et un Allemand, on se dit, oula, il y a un problème. Parce que l'Allemand, lui, il est sur le fait, et le Français, lui, il commence par dire, la question qui se pose à nous aujourd'hui, en ce temps de troublé, etc. Et c'est fini. Et à ce moment-là, il y a le président de séance qui fait, vous avez 15 secondes pour terminer. J'ai même pas commencé l'intro. Non, alors ce qui est important... Moi, je serais une catastrophe au Parlement. Il faut des gens... Oui, et puis tout se fait en coulisses. Le travail, l'essentiel du travail est en coulisses, et avec des médiateurs en commission, mais aussi dans les couloirs. Et avec des médiateurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire se comprendre un Français et un Allemand. Alors parfois on trouve un luxembourgeois au milieu. Souvent ils jouent les médiateurs parce qu'ils parlent les deux langues. Mais je conseille le lituanien et le grec. Ah. Là c'est du dur. Bon écoutez, voilà, je crois qu'on a appris plein de choses et que c'était vraiment très animé. Merci beaucoup.